On ne construit pas un empire en suivant les règles, on le construit en les réécrivant. Au cœur de la révolution qui a redéfini l'humanité, il n'y avait pas un comité, il n'y avait pas une étude de marché. Il y avait un homme obsédé, un visionnaire, un tyran, un génie, un homme qui regardait un simple circuit imprimé et y voyait une âme. Il n'a pas inventé l'ordinateur, il n'a pas inventé le téléphone, il a fait quelque chose de plus puissant. Il nous a convaincus qu'ils étaient magiques. Ceci n'est pas l'histoire d'une entreprise, c'est l'histoire d'un homme qui a fait un pari fou, mettre une empreinte sur l'univers, et qui y est parvenu. Steve Jobs est né d'une contradiction, un enfant non désiré, confié par des parents biologiques qui ne se connaissaient pas encore. Mais il est aussi un enfant choisi par Paul et Clara Jobs. Un couple modeste, un mécanicien, une comptable, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de diplôme, mais ils lui offrent quelque chose d'inestimable, un garage. Et ce garage, dans les années 60, n'est pas n'importe où. C'est le kilomètre zéro de la Silicon Valley. Le jeune Steve n'est pas un enfant facile. Il est brillant, mais rebelle. Il voit le monde différemment. Il voit son père, Paul, travailler sur la mécanique. Il apprend que le design n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est comment ça marche. Il apprend l'importance du détail, même sur les pièces que personne ne verra jamais. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et puis, il rencontre l'autre Steve, Wozniak. Woz est le magicien, l'ingénieur pur, un génie capable de faire danser les électrons. Jobs, lui, n'est pas un ingénieur. Il est le chaman. Wozniak voit des circuits, Jobs voit l'avenir. Leur première collaboration, une Blue Box. Un appareil illégal pour pirater les lignes téléphoniques. C'est un jeu, c'est de la rébellion, mais c'est surtout la première fois qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. Avec un peu d'ingéniosité, deux jeunes décrocheurs dans un garage peuvent défier les géants et gagner. L'université est une prison. Steve s'inscrit au Reed College, une université d'arts libéraux chère que ses parents peuvent à peine payer. Il se sent coupable. Il décroche après 6 mois, mais il ne part pas. Il reste. Il devient un drop-in. Il dort sur le sol des dortoirs d'amis. Il rend des bouteilles de coca pour manger. Et il suit les cours qui l'intéressent vraiment. Sans la pression des notes, il découvre la beauté. Il suit un cours de calligraphie. Il apprend les polices serif et sans serif, l'art de l'espacement. La typographie comme une forme d'art. À l'époque, c'est totalement inutile, une distraction romantique, mais, comme il le dira plus tard, on ne peut connecter les points qu'en regardant en arrière. Il cherche un sens. Il part en Inde, il marche pieds nus, il cherche un gourou, il revient, le crâne rasé, changé. Il a expérimenté le LSD, il a médité, il a compris que l'intuition est plus puissante que l'intellect. Il retourne en Californie, il travaille pour Atari et il retrouve Wozniak. Woz lui montre sa dernière création, un simple circuit imprimé. Le premier ordinateur où l'on peut taper une lettre et la voir apparaître sur un écran. Woz veut le donner gratuitement, mais Steve voit autre chose. Il ne voit pas un kit pour hobbyistes, il voit le premier acte, il voit la révolution. Le garage de la famille Jobs devient le siège social. Le nom, Apple. Pourquoi? C'était simple, c'était organique, c'était avant Atari dans l'annuaire. Ils vendent tout. Jobs vend son van Volkswagen. Wozniak, sa précieuse calculatrice HP. Ils ont $1 300. L'Apple I est né. C'est une planche de bois avec des composants. Ils en vendent quelques centaines. Ce n'est pas encore la révolution, c'est la preuve de concept. Jobs sait qu'ils ont besoin de plus. Il sait que Wozniak a un chef-d'œuvre en préparation. L'Apple II. Mais l'Apple II a besoin d'un boîtier, d'une alimentation. Il doit être amical. Jobs ne veut plus vendre aux ingénieurs, il veut vendre aux gens. Il fait venir Mike Markula, un investisseur providentiel d'Intel. Markula voit ce que Jobs voit. Il investit, il apporte le costume cravate à l'équation hippie. L'Apple II est lancé. Et c'est une explosion. C'est le premier ordinateur personnel en couleur. Dans un boîtier en plastique beige élégant. Pour la première fois, une famille peut avoir un ordinateur à la maison. Apple n'est plus un garage. C'est une entreprise. En 1980, l'introduction en bourse fait de Steve Jobs un multimillionnaire. Il a 25 ans. Il est au sommet du monde. Et c'est là que les problèmes commencent. Le succès a un prix, l'ego. Jobs est brillant, mais il est aussi brutal, impitoyable. Il croit que le monde est divisé en deux, les génies et les crétins. Et il le dit.
Apple est maintenant une vraie société, avec un vrai conseil d'administration. Et Steve Jobs est incontrôlable. Il lance le projet Lisa. C'est sa vision d'un ordinateur révolutionnaire. Mais c'est un échec commercial. Trop cher, trop lent. Il est évincé du projet. Alors, il fait ce qu'un roi déchu ferait. Il vole un autre projet, le Macintosh. Il voit le Macintosh comme une chance de rédemption, une œuvre d'art. Il pousse son équipe à la folie. Des semaines de 100 heures. Ce n'est pas assez bien. Le voyage est la récompense. Il a une vision, volée lors d'une visite fatidique au Xerox PARC, l'interface graphique, la souris, les icônes. Il ne l'invente pas, mais il est le seul à comprendre comment la vendre. La publicité légendaire, une femme qui brise l'écran de Big Brother. Ce n'est pas une publicité pour un ordinateur, c'est une déclaration de guerre culturelle. Le Mac est lancé, c'est magnifique, c'est une révolution. Mais il ne se vend pas assez vite. Le conseil d'administration est nerveux. Ils ont embauché un adulte pour gérer Steve, John Sculley, un génie du marketing venu de Pepsi. Jobs l'a attiré avec une phrase légendaire. « Tu veux vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu veux venir avec moi et changer le monde ?» En 1985, les deux hommes sont en guerre ouverte. Jobs tente un coup d'État pour évincer Sculley. Il échoue. Le conseil doit choisir. Et ils choisissent Sculley. Steve Jobs est convoqué. Il est démis de ses fonctions opérationnelles. Il n'a plus de pouvoir. L'homme qui a créé Apple est viré de sa propre entreprise. Il a 30 ans. Il est un échec public. Il est dévasté. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais pour les vrais visionnaires, l'échec n'est jamais la fin. C'est un simple détour. Les années du désert. Steve Jobs est humilié, mais il est aussi libre. Il fait deux choses. D'abord, il crée NeXT, un ordinateur en forme de cube parfait, magnifique, puissant, technologiquement brillant et un échec commercial total. Mais NeXT n'était pas un produit, c'était un laboratoire. Le logiciel qu'ils y développent sera le cœur battant de la prochaine révolution. Ensuite, il achète un petit studio d'effets visuels à George Lucas. Il le nomme Pixar. Il investit des millions de sa propre poche, année après année. Il apprend quelque chose qu'il n'a jamais su chez Apple, comment gérer la créativité. Il apprend à faire confiance à d'autres génies. Pixar ne change pas seulement le cinéma avec Toy Story. Pixar change Steve Jobs. Pendant ce temps, Apple se meurt. Sans lui, l'âme a disparu. La part de marché s'effondre. Les produits sont ennuyeux. L'entreprise qui devait penser différemment ne pense plus du tout. En 1997, Apple est à 90 jours de la faillite. Le conseil d'administration, désespéré, fait l'impensable. Il rachète Next, pas pour l'ordinateur, pour le logiciel et pour l'homme qui vient avec. Steve Jobs est de retour, d'abord comme conseiller, puis comme PDG par intérim. Le roi est revenu dans son royaume en ruine. Son premier geste est brutal. Il annule 70% des produits. Il simplifie, il se concentre, il monte sur scène, veste en cuir, il annonce une alliance avec le diable, Microsoft. La salle U. Jobs reste calme. Nous devons abandonner l'idée que pour qu'Apple gagne, Microsoft doit perdre. Il ne s'agit plus de gagner une guerre, il s'agit de survivre. Et puis, il lance une nouvelle campagne de marketing. Pas de produits, juste des images. Einstein, Gandhi, Picasso. Think different. Pensez différemment. Ce n'était pas un slogan, c'était un nouveau contrat. Apple était de retour. Ce qui suit n'est pas un retour, c'est une conquête. Jobs a maintenant la quarantaine. Il a le contrôle total. Il a l'expérience de l'échec. Et il a une nouvelle arme, le designer Jony Ive. Il forme le duo le plus puissant de l'histoire industrielle. L'iMac, bleu translucide, ludique, un ordinateur qui dit « bonjour ». Il n'a pas de lecteur de disquette. Il a un port USB. L'industrie pense qu'il est fou. L'iMac devient l'ordinateur le plus vendu de l'histoire. L'iPod. Ce n'est pas le premier lecteur MP3, mais c'est le premier qui fonctionne. 1000 chansons dans votre poche. La musique ne sera plus jamais la même. La conférence la plus célèbre de tous les temps. Jobs marche sur scène. Col roulé noir. Jean. Aujourd'hui, nous allons réinventer le téléphone. Un iPod, un téléphone, un communicateur Internet, l'iPhone. L'univers tient désormais dans la paume de notre main. L'iPad, l'App Store. Il ne construit pas des produits, il construit un écosystème. Un jardin clos où tout est beau, simple et contrôlé. Il est devenu le plus grand showman du capitalisme. Chaque One More Thing, une dernière chose, fait retenir son souffle au monde entier. Mais pendant qu'il construit l'immortalité de sa marque, sa propre mortalité le rattrape, le cancer. Il se bat comme il a toujours tout fait.
à sa manière. Il essaie des régimes, il repousse la chirurgie. Il est sur scène, de plus en plus frêle, mais l'œil est toujours le même. En 2011, il présente l'iCloud, sa vision finale. La musique n'est plus dans la poche, elle est dans l'air. Il passe le flambeau à Tim Cook. Il sait qu'il ne reviendra pas. Steve Jobs est mort le 5 octobre 2011. Les lumières des Apple Store du monde entier se sont éteintes. Des fleurs et des bougies ont été déposées. Pourquoi pleurer un PDG? Parce que Jobs n'a pas seulement vendu des ordinateurs. Il a vendu quelque chose de bien plus rare, la croyance. La croyance que la technologie pouvait être belle, que le travail pouvait être une passion, que les outils que nous utilisons façonnent qui nous sommes. Il était imparfait, profondément. Mais il nous a laissé la leçon la plus importante, celle qu'il a partagée avec les étudiants de Stanford, peu après avoir appris sa maladie. Il a parlé de connecter les points en regardant en arrière, de l'amour et de la perte, et de la mort comme de la meilleure invention de la vie, car elle élimine l'inutile. Son dernier conseil? Stay hungry, stay foolish, restez affamés, restez fous, n'arrêtez jamais de chercher, n'acceptez jamais le statu quo, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Regardez le monde tel qu'il est, mais voyez toujours comment il devrait être. Et puis, mettez votre empreinte sur l'univers.